Au milieu du XXe siècle, le modèle scientifique dominant pour Vénus décrivait une planète tropicale humide. En raison de la densité de la couverture nuageuse, les astronomes ont supposé que la surface était protégée du soleil, créant ainsi un marais humide, potentiellement capable d'abriter la vie. Cette hypothèse était tellement ancrée dans la planification des missions que les premières sondes soviétiques incluaient des capteurs spécifiquement calibrés pour détecter l'eau. La réalité était exactement l'inverse. L'atmosphère ne faisait pas office de bouclier. C'était un couvercle qui emprisonnait la chaleur, créant un emballement de l'effet de serre, avec des températures de surface d'environ 4 Celsius, 115 degrés Celsius. Les premières sondes n'ont pas seulement dysfonctionné. Ils furent physiquement anéantis par l'immense pression atmosphérique avant même de pouvoir transmettre une seule image depuis la surface. Cet échec a créé un nouveau consensus. Même si un atterrisseur avait survécu, la photographie était inutile. L'atmosphère était 90 fois plus dense que celle de la Terre. Les scientifiques avaient prédit que très peu, voire pas du tout, de lumière solaire pourrait pénétrer à cette profondeur, ce qui signifie que la surface de Vénus serait plongée dans une obscurité absolue et perpétuelle. Les ingénieurs soviétiques ont ignoré ce modèle. Ils ont équipé l'atterrisseur Venera 9 d'un projecteur par précaution, mais ils ont également programmé la caméra pour qu'elle effectue un balayage immédiat dès l'atterrissage. Les images qui ont été restituées ont prouvé que la théorie de l'obscurité était fausse. Mais ce sont les missions ultérieures, et plus particulièrement les panoramas de Venera 13, qui ont renvoyé des données que personne ne peut encore expliquer pleinement aujourd'hui. Les ingénieurs soviétiques travaillaient avec des données erronées. En 1967, le modèle communément admis suggérait que la pression à la surface de Vénus était environ 20 fois supérieure à celle de la Terre. C'était élevé, mais gérable grâce à l'aluminium renforcé. La sonde Venir 4 a été conçue selon ses spécifications. Il est entré dans l'atmosphère et a déployé son parachute, s'attendant à une lente descente vers la surface. Il n'y est jamais parvenu. La sonde a cessé d'émettre à une altitude d'environ 27 km. Il n'a pas brûlé. Elle a été physiquement écrasée par la pression, qui dépassait largement ses limites structurelles. L'atmosphère à cette altitude dépassait déjà la capacité prévue de la sonde, et celle-ci était encore très loin du sol. Cet échec a révélé l'ampleur du problème. La pression n'était pas 20 fois supérieure à celle de la Terre, c'était plus proche de 90. À la surface, cela équivaut à être à 1 km sous l'eau sur Terre. L'équipe disposait d'un délai limité avant la prochaine opportunité de lancement en 1969. Ils n'ont pas pu repenser l'ensemble du réservoir sous pression à temps. Ils ont donc tenté de contourner le problème en modifiant la vitesse de descente des Venera 5 et Venera 6. Ils ont réduit la taille du parachute. La logique était simple. Si la sonde tombait plus vite, elle passerait moins de temps dans la haute atmosphère. Avec un peu de chance, elle atteindrait la surface avant que la chaleur et la pression ne la détruisent. Le plan a échoué. Les deux sondes ont implosé à environ 11 km au-dessus de la surface. Cela a nécessité une refonte complète du Venera 7. Les ingénieurs ont abandonné l'idée d'un véhicule aérospatial standard. Ils ont effectivement commencé la construction d'un sous-marin. La nouvelle conception comportait une sphère en titane forgée capable de résister à 180 atmosphères, soit le double de la charge prévue. Ils ont retiré la quasi-totalité des instruments scientifiques afin d'alléger l'armure. Les fenêtres ont été enlevées. Les panneaux solaires ont été remplacés par une batterie interne de grande capacité. Le Venera 7 a été lancé en août 1970. À son arrivée, les cordes de râteau du parachute ont fondu, provoquant la défaillance du parachute lors de la phase finale de la descente. La sonde n'a pas coulé. Il est tombé. Il a percuté la surface à environ 17 ms. Au centre de contrôle des missions, le flux de télémétrie s'est immédiatement interrompu. La mission a été considérée comme un nouvel échec. Ce n'est que lors de l'analyse des bandes radio brutes, après la mission qu'un astronome a remarqué une régularité dans les parasites. La sonde n'était pas hors service. Il s'était renversé sur le côté, son antenne pointant à l'opposé de la Terre. Mais il continuait de murmurer. En traitant le bruit, ils ont récupéré 23 minutes de données de température à la surface. C'était la première fois qu'une machine humaine
transmettait des données depuis la surface d'une autre planète. Les données ont confirmé que la surface était à environ 475 degrés C. Cela a prouvé qu'une machine pouvait survivre, mais aussi que toute caméra envoyée sur cette planète devrait être construite comme un char d'assaut. La survie de Venera 7 a prouvé qu'une sphère de titane pouvait résister à une pression d'écrasement de 90 atmosphères. Le problème pour la génération suivante de sondes était la température. La surface de Vénus atteint une température de 415 degrés. C'est suffisamment chaud pour faire fondre le plomb, le zinc et l'étain. Elle est également suffisamment chaude pour détruire instantanément les composants électroniques en silicium standard. Les ingénieurs ne pouvaient pas se contenter d'isoler l'atterrisseur. L'isolation ne fait que ralentir le transfert de chaleur. Finalement, la chaleur s'infiltre. Ils ne pouvaient pas aussi utiliser des systèmes de refroidissement actifs, comme des ventilateurs ou des radiateurs. Un radiateur fonctionne en évacuant la chaleur vers de l'air plus froid. Sur Vénus, l'air extérieur est des centaines de degrés plus chaud que les machines à l'intérieur. La solution consistait à transformer l'atterrisseur en dissipateur thermique temporaire. Avant que l'atterrisseur ne se sépare de l'orbiteur, le système faisait circuler un fluide super refroidi dans le réservoir sous pression. Cela a permis de faire baisser la température interne de la sonde à 10 degrés. Cela a donné à la sonde un avantage thermique initial. Sa mission a essentiellement commencé par la chute d'un bloc de glace dans un four. Pour gérer la chaleur générée lors de la descente, les ingénieurs ont utilisé un matériau à changement de phase. Ils ont rempli l'intérieur de nitrate de lithium trihydraté. Ce produit chimique a un point de fusion de 30 Ga-C. Lorsqu'une substance fond, elle absorbe une quantité massive d'énergie sans que sa température n'augmente. Lorsque la chaleur de l'atmosphère vénusienne a pénétré la coque en titane, elle a fait fondre le nitrate de lithium plutôt que de griller les composants électroniques. Cela a permis à l'atterrisseur de disposer d'environ 50 à 60 minutes de temps de fonctionnement avant que le système ne surchauffe et ne tombe en panne. L'appareil photo lui-même nécessitait une approche totalement différente de la photographie standard. Une caméra de télévision des années 1970 utilisait un tube cathodique. Ces tubes étaient volumineux, fragiles, et nécessitaient des lentilles en verre qui se fissuraient sous la pression extérieure. Les ingénieurs ne pouvaient pas se permettre de prendre le risque d'installer une grande vitre sur le côté de la cuve sous pression. Une défaillance structurelle à cet endroit provoquerait une implosion immédiate. Au lieu d'un appareil photo, ils ont construit un téléphotomètre. Il s'agit d'un scanner mécanique et non d'un système d'imagerie à lentilles. Le dispositif est resté en sécurité à l'intérieur de la sphère en titane refroidi. Elle donnait sur l'extérieur à travers une minuscule fenêtre cylindrique en quartz, suffisamment épaisse pour résister à la pression. Le mécanisme était simple et robuste. Un petit miroir pivotait d'avant en arrière derrière la fenêtre. Il captait la lumière provenant d'un point unique de la surface et la dirigeait vers un capteur. Le capteur a mesuré la luminosité de ce point unique. Le miroir s'est ensuite légèrement déplacé pour mesurer le point suivant. La sonde a transmis ces données sous forme de flux de nombres. Il n'a pas envoyé de signal vidéo. Il a envoyé une longue série de données télémétriques que des ordinateurs terrestres ont reconstituées ligne par ligne. Cette méthode était lente. Il a fallu de nombreuses minutes pour créer une image panoramique complète. Si la sonde surchauffait avant la fin du balayage, l'image serait tronquée. Les ingénieurs privilégiaient la durabilité à la vitesse. Ils pariaient qu'un œil mécanique lent avait plus de chances de survivre à ces conditions qu'un œil électronique complexe. Le 22 octobre 1975, Venera 9 a survécu à la descente et a transmis des données pendant environ 50 minutes. Il a atterri sur une pente abrupte d'environ 20 degrés. Les ingénieurs s'étaient préparés au pire scénario en matière de visibilité. Ils supposaient que les épais nuages bloqueraient toute la lumière du soleil, plongeant la surface dans un crépuscule profond ou dans l'obscurité totale. Pour contrer cela, l'atterrisseur était équipé de puissants projecteurs halogènes à hydrogène pour éclairer le sol devant la caméra. Lorsque le cache de l'objectif s'est détaché
Les capteurs ont détecté un éclairage immédiat. Les projecteurs étaient inutiles. La surface de Vénus n'était pas sombre. Le niveau de luminosité ambiante était comparable à celui d'une journée d'été nuageuse à Moscou. L'atmosphère dense diffusait la lumière du soleil de manière uniforme, créant une lueur douce et diffuse qui éliminait les contrastes marqués, tout en fournissant suffisamment de lumière pour le téléphotomètre. La caméra a commencé son balayage. Il a fallu 30 minutes pour construire le panorama complet. Lorsque les données sont arrivées sur Terre, les scientifiques ont constaté quelque chose qui contredisait des années de théorie. Ils s'attendaient à voir un désert de sable ou un paysage poli par l'érosion. L'atmosphère était dense. Ils supposèrent donc que des vents violents éroderaient les rochers jusqu'à les réduire en cailloux. L'image de Venera 9 montrait le contraire. Le sol était recouvert de rochers anguleux et pointus. Les bords étaient irréguliers et brisés. Cela impliquait que la surface était géologiquement jeune. Cela a également prouvé que la vitesse du vent en surface était négligeable. Les rochers n'avaient pas été érodés par le vent ni par le sable. L'atmosphère était calme. L'image a également révélé la pureté de l'air. Il n'y avait ni brouillard ni poussière près du sol. L'horizon était parfaitement visible dans les coins du cadre panoramique. La sonde reposait sur un amas de débris tectoniques, probablement suite à l'atterrissage lui-même ou à un récent bouleversement géologique. 3 jours plus tard, Venir atterrit à plus de 2000 km de là et fonctionna pendant 65 minutes. Il a atterri sur un avion beaucoup plus ancien et plus lisse. Les images montrèrent des dalles rocheuses plates ressemblant à des coulées de magma séché. La différence entre les deux sites d'atterrissage a prouvé que Vénus n'était pas un désert d'uniforme. Elle présentait des régions géologiques distinctes. Il y avait des montagnes, des pentes et des plaines. La découverte principale restait cependant la lumière. Le fait que le Soleil puisse pénétrer 90 atmosphères de dioxyde de carbone a démontré qu'une quantité importante de lumière solaire diffuse atteignait la surface, contredisant les prédictions antérieures d'une obscurité totale. Ces deux images en noir et blanc ont été les premières à offrir une vue directe de la surface d'une autre planète. Mais leur limitation était due à leur manque de couleurs. Les scientifiques pouvaient distinguer les formes, mais ils ne pouvaient pas percevoir la véritable nature du monde chimique qu'ils avaient touché. En mars 1982, l'Union soviétique a lancé les missions Venera 13 et Venera 14. Ces sondes représentèrent le point culminant du programme. Ils étaient plus lourds, plus intelligents et transportaient plus d'instruments que leurs prédécesseurs. L'objectif principal n'était plus seulement de prouver l'existence de la surface. L'objectif était de le caractériser chimiquement et visuellement. Pour ce faire, les ingénieurs ont modernisé les téléphotomètres afin qu'ils puissent capturer les couleurs. Venera 13 a atterri le 1er mars 1982 et a survécu pendant une durée record de 127 minutes. Il a immédiatement entamé sa séquence de numérisation. L'appareil photo n'a pris aucune photo en couleur. Il a donc fallu plusieurs scans utilisant des filtres rouges, verts et bleus. Les données ont été recombinées sur Terre pour créer une image composite en couleur. Le résultat fut surprenant. Les images en noir et blanc de 1975 montraient un monde rocheux et austère. Les images en couleur révélaient un paysage baigné d'une lueur orange profonde et suffocante. Il n'y avait pas d'autre couleur. Les roches étaient oranges. Le ciel était orange. L'horizon était orange. Il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement. C'était le résultat de la physique atmosphérique. L'atmosphère de Vénus est si dense qu'elle agit comme un filtre massif. Il absorbe les longueurs d'onde bleues et vertes de la lumière solaire lorsqu'elle traverse les nuages. Seules les longueurs d'onde rouges et oranges atteignent la surface. Pour le vérifier, l'atterrisseur transportait une mire de calibration des couleurs dans le champ de vision de la caméra. Le tableau comportait des bandes de peinture blanches, rouges, vertes et bleues. Sur l'image transmise, la bande blanche apparaissait orange. La bande bleue paraissait presque noire. Cela prouvait qu'un être humain se tenant sur Vénus verrait le monde en teinte sépia. Le cerveau serait incapable de corriger les couleurs de la scène car il n'y a pas de référence de lumière blanche. Venera 13
a également ouvert de nouvelles perspectives en matière d'audio. Il était équipé d'un microphone Groher 2. Cet instrument était conçu pour détecter l'activité sismique et les décharges atmosphériques. Mais il fonctionnait également comme un enregistreur audio standard. Elle a permis de capturer les premiers sons jamais enregistrés sur une autre planète. L'enregistrement a révélé 2 types de bruits distincts. Le premier, c'était le vent. Les données télémétriques indiquaient une vitesse du vent d'environ 1 demi-mètre par seconde. Sur Terre, c'est à peine une brise. Sur Vénus, l'air est 60 fois plus dense que l'atmosphère terrestre. Un vent se déplaçant à 1 demi-mètre par seconde exerce une force considérable. Le microphone a capté un bourdonnement aérodynamique faible et constant, dû au flux d'air dense au-dessus de la structure de l'atterrisseur. Le deuxième bruit était mécanique. La sonde a déployé avec succès une perceuse pneumatique pour prélever un échantillon de sol. Le microphone a capté le son sec et explosif de la charge pyrotechnique qui a déclenché le mécanisme de la perceuse. L'appareil a ensuite enregistré le bruit de frottement du forêt creusant dans la roche basaltique. Cet enregistrement audio a confirmé que l'atmosphère dense était un excellent conducteur de son. L'environnement n'était pas seulement chaud et pressurisé, il était aussi bruyant. Vanera 14 a atterri 4 jours après son jumeau, le 5 mars 1982. Il s'est posé dans une région terrestre, à environ 1000 km du site de Vanera 13. Le terrain était ici plus plat et plus lisse. Cela ressemblait à un pavage fissuré de roches basaltiques. Les objectifs de la mission étaient identiques à ceux de l'atterrissage précédent. La sonde devait photographier la surface, analyser l'atmosphère et tester physiquement le sol. L'un des instruments clés de l'atterrisseur était un bras à ressort. Ce dispositif a été conçu pour se déployer depuis la base de la sonde et frapper le sol avec une force connue. En mesurant la profondeur de pénétration du bras dans le sol, les scientifiques pourraient déterminer la densité physique et la compressibilité de la surface vénusienne. Il s'agissait d'un simple test mécanique, destiné à nous indiquer si le sol était composé de poussière fine ou de roches dures. La séquence d'atterrissage était automatisée. Tout d'abord, la sonde a pris appui. Deuxièmement, les caméras ont commencé à fonctionner. Durant la descente, les lentilles étaient recouvertes de capuchons en titane afin de protéger les optiques de la chaleur et de la pression. Une fois à la surface, des charges pyrotechniques ont été déclenchées pour éjecter ces amorces. Les capuchons ont sauté, dégageant la vue pour les téléobjectifs. Sur le Venir 14, le cache-objectif s'est éjecté exactement comme prévu. Cependant, il ne s'est pas éloigné. Il a atterri exactement à l'endroit où le bras de compressibilité était programmé pour frapper. Quelques instants plus tard, le bras se déploya. Il s'abattit et martela l'objet situé directement en dessous. Les données télémétriques renvoyées sur Terre indiquaient que la surface de Vénus était incroyablement dure et rigide. Elle présentait une compressibilité nulle. Ces données étaient techniquement exactes. La sonde ne mesurait pas le sol. Il mesurait le capuchon d'objectif en titane qu'il avait rapporté de la Terre. La caméra a scanné la zone et a renvoyé une image confirmant la panne. La photographie montre clairement le bras appuyant fermement sur le centre du bouchon d'objectif jeté. La surface même de Vénus se trouvait à quelques centimètres seulement, intacte. Cet incident reste la panne mécanique la plus célèbre de l'histoire du programme. Cela a mis en évidence l'immense difficulté des opérations à distance. Les ingénieurs avaient réussi à parcourir des millions de kilomètres dans l'espace, à survivre à la rentrée atmosphérique et à atterrir en enfer, pour finalement être vaincus par un élément de leur propre équipement de sécurité. Les données de la mission sont restées dans les archives pendant 30 ans. Le consensus scientifique restait que Vénus était stérile. La température et la pression en surface rendaient la chimie organique impossible. En 2012, cependant, Leonid Canoliti a publié un article qui remettait en question ce point de vue. Koussan Fomiti n'était pas un théoricien marginal. Il a été un contributeur respecté au programme spatial soviétique initial. Il a décidé de réexaminer les séquences panoramiques brutes de Vanera 13 en utilisant des techniques modernes de traitement d'images numériques. Son analyse s'est concentrée sur la chronologie des images.
Les téléphotomètres n'ont pris aucune photo. Ils ont scruté la scène à plusieurs reprises tout au long de la durée de vie de la sonde. En alignant ces scans séquentiels, une méthode formelle a permis de rechercher des changements entre les images. Il les a trouvés. Il a identifié plusieurs objets qui semblaient avoir un comportement erratique. L'anomalie la plus marquante, il la nomma le scorpion. D'après les premiers examens, le sol est vide. Sur un scan effectué 7 minutes après l'atterrissage, un objet structuré apparaît. Il mesure environ 15 cm de long. Il semble avoir un corps central et une queue incurvée. Lors des analyses suivantes, l'objet a disparu. Selon la théorie formelle de Kahn, l'objet émergeait du sol, restait visible pendant une courte période, puis sortait du cadre. Il a également identifié un objet qu'il a appelé le volet noir. Cet objet semblait modifier sa forme et sa position par rapport à la sonde. Il a notamment affirmé que ces objets apparaissaient, fluctuaient et disparaissaient. Il a suggéré que les habitants de Vénus pourraient utiliser une forme de vie basée sur une chimie exotique, plutôt que sur le carbone et l'eau. La communauté scientifique internationale a rejeté ces conclusions. Des scientifiques de la NASA et d'autres experts russes ont fourni une explication mécanique à ces anomalies. Ils ont avancé que le scorpion et le volet étaient probablement des morceaux de l'atterrisseur lui-même. La sonde était enveloppée de plusieurs couches d'isolant et de plastique. À mesure que la température interne augmentait, ces matériaux ont commencé à fondre, à se détacher et à tomber. Ce mouvement n'était pas d'origine biologique. C'était le résultat de la désintégration de l'atterrisseur sous l'effet des contraintes thermiques. Les ombres changeantes étaient probablement dues à l'angle variable du Soleil ou à l'enfoncement de l'atterrisseur dans le sol meuble. Des analyses ultérieures et des restaurations d'images améliorées ont confirmé que ces caractéristiques étaient des artefacts, du bruit ou des composants détachés de l'atterrisseur plutôt que des preuves de vie. Malgré le rejet de la théorie biologique, l'analyse a révélé un élément troublant concernant les images. La surface de Vénus n'était pas une peinture statique. C'était un endroit dynamique. Tout bougeait. Des débris se déplaçaient. L'atterrisseur gémissait et se déformait. Les images ne montraient pas un monde mort. Elles montraient une interaction violente entre la machine et son environnement. Ces formes impossibles étaient probablement les dernières convulsions de la sonde elle-même, capturées au ralenti par la caméra de balayage. La caméra embarquée sur Venera 14 fut le dernier œil que l'humanité a ouvert à la surface de Vénus. Après 1982, les priorités soviétiques ont changé. Les ingénieurs se sont rendus compte qu'atterrir à des endroits aléatoires fournissait d'excellentes données rapprochées, mais que cela ne permettait pas de cartographier la planète entière. Pour comprendre la géologie de Vénus à l'échelle globale, il leur fallait observer à travers les nuages depuis l'orbite. Les sondes Venera 15 et Venera 16 ont été lancées en 1983. Elles n'emportaient pas d'atterrisseur. Ils étaient équipés de systèmes radars à synthèse d'ouverture massif. Ces sondes ont cartographié l'hémisphère nord de la planète. Ils ont révélé des volcans boucliers, des chenaux de lave et des fractures de tectonique. Les données étaient scientifiquement inestimables, mais elles étaient abstraites. C'était une carte topographique, pas une photographie. Les dernières missions soviétiques vers Vénus, Vega 1 et Vega 2, ont été lancées en 1985. Il s'agissait de missions hybrides, conçues pour intercepter des comètes. Ils ont largué des modules d'atterrissage sur Vénus lors de leur voyage vers la comète. Ces atterrisseurs étaient axés sur la chimie des sols et l'analyse atmosphérique. Ils ont également déployé des ballons qui ont flotté dans la haute atmosphère pour mesurer la vitesse du vent. Ils n'avaient pas d'appareil photo. Les ingénieurs ont décidé que le poids du système d'imagerie serait mieux utilisé pour d'autres instruments. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, le programme a pris fin. Les données des missions Venera étaient stockées sur des bandes magnétiques. Avec le temps, les supports physiques ont commencé à se dégrader. Les images parues dans les journaux et les revues scientifiques dans les années 1970 et 1980 étaient souvent granuleuses et peu contrastées. Il s'agissait de reconstructions analogiques de signaux numériques. Dans les années 2000, une nouvelle génération de chercheurs a entamé un processus d'archéologie numérique. Ils sont revenus aux données de télémétrie brute.
Les ordinateurs modernes peuvent traiter le bruit du signal beaucoup plus efficacement que les ordinateurs centraux des années 1980. Ils ont comblé les pixels manquants et corrigé la distorsion géométrique causée par les miroirs panoramiques. Ces travaux de restauration ont révélé des détails restés invisibles pendant des décennies. Les nouvelles images ont révélé la texture du sol et la stratification de la roche-mère avec une clarté sans précédent. Ils ont révélé que la ligne d'horizon était plus éloignée qu'on ne le pensait auparavant. Aujourd'hui, ces images restaurées restent les seules photographies optiques directes au niveau du sol jamais prises de la surface vénusienne. Les missions radars orbitales ultérieures et les observations plus récentes, notamment les détections dans le proche infrarouge effectuées par la sonde solaire Parker, qui a détecté une faible émission thermique de la surface à travers des fenêtres atmosphériques, ont apporté de nouvelles perspectives précieuses. Cependant, aucune mission n'a depuis rapporté de nouvelles photographies prises directement à la surface. Toutes les autres images de Vénus que vous voyez sont soit une carte radar, soit une représentation artistique, soit une photo du sommet des nuages. Nous avons envoyé des rovers sur Mars qui diffusent quotidiennement des vidéos en haute définition. Nous avons survolé Pluton. Pourtant, pour la planète la plus proche de la Terre, notre compréhension visuelle est restée figée en 1982. Nous dépendons des données recueillies par une sphère de titane qui a fondu il y a 40 ans. Tant qu'un nouvel atterrisseur n'aura pas survécu à la descente, les plaines rocheuses jaunes des panoramas de Venera resteront notre seule véritable vision de l'enfer.